Merci de votre patience pour ces mises au point. Le thème de cette conférence, j'ai un petit peu de, comment dirais-je, de résistance à utiliser le mot conférence parce que ça a un côté quand même pour moi assez protocolaire, assez ampoulé, et j'aimerais simplement qu'on partage un bon moment, que je vous présente un certain nombre des idées qui pour moi président à un changement potentiel, sachant qu'on a toujours la liberté de ne pas changer. Et dans 3/4 d'heure à peu près, je pense que j'aurai à peu près fait le tour de mes propositions de réflexion. Et je vous inviterai, pour une première, parce que pour l'instant on ne sait pas exactement comment ça va se passer, à poser vos questions, à apporter vos contributions aussi, peut-être vos expériences, vos questions à vous-même, vos questions au groupe, au collectif, et puis éventuellement, si moi je peux vous apporter un petit éclairage, je m'y prêterai volontiers. Donc le thème qui m'a été suggéré fortement par mon expérience du terrain, parce qu'en permanence, je rencontre des gens qui me disent « Ah bah oui, mais vous comprenez, à mon âge, c'est pas maintenant que je vais commencer à changer », ou traditionnellement, les choses elles sont telles que on fait comme ça depuis des générations, puis dans ma famille, c'est comme ça aussi. Donc je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de se poser la question de jusqu'où nous pouvons changer. Alors j'ai utilisé volontiers cette idée du nous pour une raison simple, c'est que je pense que c'est dans le collectif que les choses peuvent se faire. Peut-être il faudrait couper un peu la... Ah si, ça y est, j'ai appuyé sur... J'espère que c'est le numéro 2. Donc ici, j'ai repris quelques points très simples qui permettent de fixer un petit peu les idées dans cette question que nous nous posons, jusqu'où nous pouvons changer. Pour moi, le besoin de changer, en fait, en général, trouve sa racine, son origine dans le fait qu'on ne va pas bien, qu'il y a un malaise, qu'il y a un mal-être. Et que très naturellement, au moins dans nos sociétés occidentales, c'est quelque chose d'assez naturel que de considérer la perspective du bien-être, du mieux-être, et de se dire, voilà, traditionnellement, la génération, par exemple, des parents actuels, ou de nos parents, ont dans leur esprit, dans leur cœur, toujours imaginé que la génération d'après allait aller mieux, qu'elle allait réussir mieux dans la vie, que vous allez pouvoir changer, par exemple, de statut, allez pouvoir trouver un métier qui leur permette de changer de niveau de vie, d'ouvrir en fait des perspectives différentes, meilleures. Donc, pour moi, c'est dans notre nature d'aspirer à un mieux-être. Mais en même temps, si on s'interroge, si on regarde un petit peu ce qui se passe en nous, on sait très bien que nous sommes tous très résistants au changement et aux évolutions. Il y a toujours une espèce d'ambivalence dans cette idée de pouvoir changer entre ce à quoi j'aspire de manière naturelle, un peu comme un droit de naissance, comme je suis né avec ce droit-là, et toutes les bonnes raisons qui font que je résiste. Alors en général, les situations acquises, on ne citera personne, mais tout le monde a à l'esprit évidemment un ou deux exemples qui nous permettent facilement d'illustrer ça. On a tous dans nos relations des gens qui pourraient changer, qui pourraient envisager une vie différente, mais qui résistent, quelles qu'en soient, je dirais, les raisons avouées ou cachées. Donc, dans ce monde qui est réellement en changement et dans lequel nous sommes immergés, qui va extrêmement rapidement, est-ce que nous sommes prêts, c'est la question que je me pose en fait là maintenant, est-ce que nous sommes prêts à envisager un changement? Je laisse en suspens en fait cette question pour que simplement avec votre espace intérieur vous puissiez vous poser la question et de sentir vraiment de manière extrêmement corporelle ce qui se passe en vous quand, connaissant votre vie de l'intérieur, vous envisagez le changement. Observez ce qui se passe. Soit vous avez une espèce de truc qui se serre à l'intérieur en disant
c'est bien l'idée du changement, mais comment je vais m'y prendre? Comment je vais faire? Est-ce que c'est possible? Est-ce que je vais y arriver? Et puis d'autres qui ont déjà peut-être un peu mûri dans cette démarche de changer, qui ont pris le risque de l'inconnu, le risque du changement, sentent peut-être quelques légèretés à l'intérieur, des petits papillons dans le ventre, dans la tête, en disant « Ah, cette perspective me tente, me séduit ». Donc voilà où nous en sommes, à ce stade, ensemble, sur cette idée de pouvons-nous changer? Et sommes-nous prêts à réinventer le changement pour nous-mêmes? Alors le changement, c'est quoi? Une courte définition, est-ce qu'elle est à peu près visible pour vous? Donc pour moi, le changement, c'est d'abord le passage d'un état que je calibre d'une certaine manière, personnelle, d'un certain état, vers un autre état. Donc on imagine bien qu'il y a une transition entre un état et un autre. Ça, c'est la définition, je dirais, assez classique du changement. L'autre aspect, c'est que changer, ça implique en fait une notion de quelque chose qui va se transformer, qui va devenir différent, qui va se modifier. Peut-être même une situation qui va en remplacer une autre, ou qui va se renouveler. Et d'une certaine manière, on va, à la place d'un certain état ou d'une situation, on va en créer une autre. J'insiste sur le terme créer. La transition entre ces deux états nécessite évidemment une création. Et c'est de ça dont on va parler un peu plus en détail. J'ai rajouté en gras ici, et je viens le souligner exprès, quelque chose de très important, c'est que le changement, c'est aussi un changement qui est toujours de la même nature pour produire quelque chose de précis, c'est-à-dire pour une fonction. On ne change pas, tiens, je vais changer. Vous êtes d'accord avec ça? Donc pour la petite histoire, juste, j'ai récupéré quelques expressions que j'aime beaucoup et qui donnent une idée de ce que c'est pour l'être humain, au moins dans notre société, cette idée de changement. Alors par exemple, venir ici, d'une certaine manière, c'est peut-être changer d'air. C'est se changer les idées. Hein, c'est changer quelque chose dans nos habitudes. Et puis, de manière générale, d'autres expressions qui vous font sourire, évidemment, qui incluent cette idée de changement, hein, comme changer un bébé. Mais on ne change pas un bébé contre un autre bébé. On garde le même bébé et on le change. Vous voyez la nuance. C'est la même chose pour nous, d'une certaine manière. C'est-à-dire que si on aspire au changement, eh bien, nous allons devoir le faire à partir de nous-mêmes. Et là, évidemment, on a plusieurs possibilités. Hein. Se changer, alors je parlais tout à l'heure de se changer juste au niveau des idées, ou se changer dans notre espace intérieur. Ok ? Se changer dans son espace intérieur, c'est éviter de se changer en quelque chose d'autre, ou en quelqu'un d'autre. C'est essayer de garder son axe, c'est de garder son identité. Ok, d'accord ? Jusqu'ici je suis, mais alors comment est-ce qu'on fait, et c'est quoi mon axe, et qui suis-je? Et si j'ose dire, où cours-je? Dans quelle étagère? Se changer, c'est peut-être aussi tout changer. Passer à l'extrême, c'est-à-dire, comme je ne sais pas où est mon centre, comme je ne sais pas forcément où est mon axe, comme je ne sais pas forcément qui je suis, eh bien je change tout. Alors pendant un temps, évidemment, tout changer est relativement confortable. On n'a plus d'obligation, on n'a plus de référence, on n'a plus de lien, hein, donc on est potentiellement libre. Si vous avez fait l'expérience déjà de cet état, vous savez ce qui se passe de manière générale, c'est très fugace, ça dure quelques jours, dans le meilleur des cas quelques semaines, et puis les factures nous rattrapent. Donc on voit bien que cette perspective-là n'est pas forcément une bonne piste. Vous avez tous à l'esprit aussi ce genre d'expression, tout change.
le monde change, les gouvernements changent, les habitudes changent. Et puis vous avez aussi des gens que vous connaissez bien et que vous n'avez pas vu depuis un certain temps et qui vous disent, je sais maintenant, j'ai changé. Qui, par exemple, parmi vous a déjà entendu ça, hein, de personnes proches? Et est-ce que vous avez vérifié qu'effectivement il y avait un vrai changement? Ah, bizarre, on doit connaître les mêmes personnes. Et donc, pour changer, vous connaissez cette expression ici, pour changer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toujours la même chose. Donc, on se rend compte que le changement, l'idée de changement, le mot changement est présent en permanence dans nos esprits, dans notre intellect, dans nos relations, peut-être un peu moins dans nos cœurs. En général, on est supposé être au niveau du cœur relativement inchangeant, fidèle, constant, au moins au niveau du cœur. Et j'aurais envie simplement maintenant d'attirer votre attention sur l'objectif du changement. C'est-à-dire, ok, j'envisage de changer, je me dis que peut-être ça serait nécessaire. Si c'était les autres qui changeaient, ça serait bien d'ailleurs, plutôt que moi, mais bon, admettons que je me place dans cette dynamique, que ce soit moi qui envisage réellement de changer. Qu'est-ce que je vais devenir? Qui est-ce que je vais devenir? Est-ce que je vais devenir quelqu'un d'autre? Ou est-ce que ce changement va pouvoir naître de la personne que je suis? Un peu, et les femmes auront peut-être plus de feeling par rapport à ça, un peu comme un accouchement. Il va falloir que j'accouche de moi-même dans cette affaire. Alors, on gardera évidemment un temps pour les questions, soit personnelles ou générales. On a tous, de toute façon, même si ça nous concerne, des amis qui pensent ou qui font ci, qui font ça, donc on pourrait peut-être poser des questions après pour ces gens-là, bien que ça ne nous concerne pas, bien sûr. Vous avez compris que pour changer, ma foi, il ne suffit pas de le vouloir, mais il faut mettre en œuvre un certain nombre d'actions, un certain nombre de choses, et que changer, pour y parvenir, ça demande des efforts. Comme je l'évoquais tout à l'heure, consciemment, souvent, nous aspirons au changement, quand ce n'est pas le changement qui nous aspire. Inconsciemment, nous l'avons évoqué aussi, nous adoptons souvent des comportements qui sont, je dirais, soit différents, voire très opposés à nos aspirations, à nos désirs profonds. Alors, de la même manière, je pose la question, j'imagine une forêt de main qui va se lever, qui s'est déjà trouvé dans cette situation, consciemment, de désirer changer quelque chose, et à l'opposé, de se retrouver coincé, en fait, par ces désirs qui sont incompatibles avec la réalité, selon un certain point de vue. Tout le monde, on a tous rencontré ça à un moment ou à un autre. Et il semblerait que jusqu'ici, vous ayez survécu à ça. Donc il doit bien y avoir une issue possible. Pour moi, pour changer, il faut déjà accepter que le changement est un concept. Donc un concept, c'est quelque chose qui est abstrait, c'est-à-dire c'est une représentation plus ou moins valide de quelque chose. Et comme disait Talleyrand, avoir raison, c'est qu'une question de temps. Donc un concept a une durée de vie extrêmement limitée jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un autre. Mon point de vue à cet endroit-là, c'est que pour rentrer dans un réel processus de changement, il faut rentrer dans la dimension sensorielle, corporelle du changement. C'est-à-dire que si je change juste avec ma tête, quand bien même mon idée du changement serait réalisable, si je ne fais pas descendre cette énergie créative du changement dans mon corps, et que je le fais passer en fait dans ma vie de tous les jours, avec les gens avec lesquels je vis, dans ma réalité professionnelle, avec les enfants, etc., et ben, j'ai fabriqué un joli concept. J'ai juste joué avec mon cerveau, qui est un gigantesque
appareil de fabrication d'images en 3D, auquel je peux croire. Il n'y a aucun ordinateur, enfin, jusqu'à ce jour, qui peut le remplacer. Mais je vais rester prisonnier de cette idée. Donc je vais me faire un joli rêve, je vais me faire un bon délire, je vais me faire un beau projet, je vais me raconter une jolie histoire. Mais dans le quotidien, dans la réalité de ma vie, rien ne va se passer. J'imagine que jusque-là, tout le monde se sent concerné et se dit, bah oui, ça m'est arrivé quelquefois, mais peut-être ça m'arrive encore de me trouver dans des situations où je désirerais du changement et où j'y arrive pas parce que ça reste un concept, ça reste dans ma tête. D'accord ? Un petit mot de transition, donc une parole du Dalai Lama, moi que j'aime bien, hein, qui dit finalement, comme je ne l'ai pas mémorisé par cœur, je regarde, ouvrez vos bras au changement, mais ne laissez pas s'envoler vos valeurs. Vous acceptez le changement, mais en même temps, il est important de rester au contact de qui nous sommes, de nos valeurs, de ce qui a du sens pour nous. Un sens profond, bien sûr, pas seulement un sens superficiel. D'accord ? Alors ici, évidemment, quasiment tout le monde se sent concerné. Vous savez qu'un certain nombre d'études depuis une quinzaine d'années, bon, on l'avait déjà expérimenté nous avant, hein, mais disons depuis une quinzaine d'années, grosso modo, on se rend compte que l'essentiel des crises, moi je vais dire existentielles, de l'être humain commence autour de 40 ans. Alors, certains chercheurs ont montré que c'était un petit peu plus tard en réalité, ça commence, mais ça se concrétise plutôt autour de la 45e. Et pour certains, pour ceux qui n'ont pas été en mesure de négocier réellement dans la profondeur ce changement, eh bien ça peut se prolonger jusqu'à la soixantaine. Alors, on a tous autour de nous des exemples de personnes, peut-être même nous-mêmes, hein, moi personnellement, ma crise de la quarantaine, je l'ai fait de manière extrêmement bovine à 40 ans. Comme une programmation quasiment inéluctable. Alors j'aurais pu faire comme beaucoup, hein, mettre de côté en disant on verra ça plus tard. Puis mes parents, eux, ils ont bien traversé le truc, puis les grands-parents aussi, hein, ils sont restés 60 ans ensemble, donc tout va bien. Et bien voilà, chacun se trouve à un moment de sa vie confronté à une décision importante où il doit décider pour lui de devenir un individu à part entière, avec ses propres valeurs, tout en restant en lien avec son histoire, plus ou moins en lien avec sa famille, pas forcément de manière très collée, hein, mais juste voilà, dans un lien inconscient ou peut-être pas activé, mais une sorte de lien du cœur, de savoir que voilà, il y a eu des générations de personnes qui ont vécu avant nous, et quel que soit notre avis sur leur choix ou sur leur façon dont ils ont pu vivre, néanmoins, si on se retourne, si on regarde un peu derrière, c'est grâce à eux que nous sommes là. Donc nous sommes aussi porteurs, inconsciemment, du changement que ces personnes ont opéré quelques générations en arrière. Donc juste simplement un petit coup d'œil de reconnaissance. Alors évidemment, il peut y avoir à cet endroit des pincements de cœur, hein, c'est-à-dire si on a eu dans le passé des générations qui nous ont légué des choses un petit peu lourdes à transformer, bah, ça grince un peu. Mais globalement, nous n'avons pas d'autre choix que de regarder devant. Alors évidemment, il y a du monde derrière, mais tout se passe devant. Donc 45, 60, c'est un tournant, je le répète. Pour ceux qui se trouvent en dessous 45, sachez que ça va arriver. Pour ceux qui se trouvent après 60, ben, si vous n'êtes pas rendu compte que c'est déjà là, vous avez bien fait d'être ici ce soir. L'objectif évidemment de cette crise, comme toutes les crises, je vous renvoie d'ailleurs à un livre de Christine Singer que vous connaissez sûrement, hein,
dont je dois déformer le titre là parce qu'il ne me revient pas complètement, mais ça doit être de l'importance des crises, quelque chose comme ça. Enfin, si vous cherchez, vous allez trouver Christine Singer, tout petit livre, très puissant, ça vaut vraiment la peine de rentrer dans la pensée de cette femme parce que c'est extraordinaire. Donc, devenir qui nous sommes me semble l'objectif principal de cette crise. Une crise a du sens dans la mesure où son objectif est de nous conduire vers une partie de nous plus vraie, plus authentique, plus entière, plus complète, plus aimante, plus ouverte, moins dogmatique, simplement plus tolérante. Une crise n'est pas faite pour conduire à la dépression. Une crise n'est pas faite pour conduire au suicide. Une crise n'est pas faite pour conduire la personne à l'exclusion, à l'isolement, à la perte du travail, à la perte de liens. Elle est une opportunité de mettre en œuvre une certaine créativité, une certaine énergie qui jusque-là a été mal accompagnée, ou pas accompagnée du tout dans certains cas, et qui demande simplement un peu comme un fruit à juste s'ouvrir et à délivrer ses graines. Derrière cette crise, il y a évidemment une question qui se pose, que vous pouvez évidemment sentir peut-être poindre chez vous également, mais qui suis-je vraiment? Si je me posais tout à l'heure la question, mais comment je vais faire et comment je vais y arriver, mais au fond, mais qui je suis? Et qui je suis, ce n'est pas forcément une réponse philosophique. Ça peut passer par la philosophie, ça peut passer par la psychanalyse, ça peut passer par une psychothérapie, ça peut passer par des soins énergétiques, par des constellations familiales, par tout un tas d'outils, l'hypnose, pourquoi pas le chamanisme, enfin plein de choses. Mais la question n'est pas la question des outils. La question est où est-ce que je veux aller? Pour savoir qui je suis, je peux le savoir que quand je suis arrivé. J'imagine qu'au Moyen-Âge, quand les pèlerins partaient vers Compostelle, sur le chemin, ils étaient des pèlerins. D'accord? Et à tout moment, ils pouvaient faillir, ils pouvaient ne pas avancer dans leur quête, s'arrêter, se ressourcer à un endroit, puis repartir, etc. Mais quand ils étaient arrivés à Compostelle, ils changeaient de statut. Et bien pour moi, le changement, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tant que je suis dans un processus de changement, de me dire, il faudrait que je change, comment je vais m'y prendre, et je fais des tentatives ici et là, je suis en chemin. Donc j'ai le droit de rebrousser chemin, j'ai le droit de m'arrêter, j'ai le droit de faire le point, j'ai le droit de me reposer, j'ai le droit de demander conseil, j'ai le droit simplement d'être en recherche. Par contre, quand je vais trouver une destination à mon changement, je vais trouver en même temps mon identité de qui je suis, puisque je ne vais plus être un chercheur. Je vais être quelqu'un au mouvement, je vais être quelqu'un qui s'est donné un but, qui s'est donné un objectif. D'accord ? Pour certains, évidemment, cette transition de chercheur, enfin de non-chercheur, d'abord à chercheur, peut être très brutale. On peut se lever un matin et d'un seul coup, je ne peux plus continuer comme ça, il faut que je change. Là, je vous donnerai juste une petit conseil d'amis. Arrêtez-vous quelques minutes, considérez à la lumière du bon sens la situation et voyez si c'est vraiment opportun de rester dans cette prise de conscience brutale. Ça évite de commettre l'irréparable. Donc observez la lumière du bon sens, ce qui se passe vraiment, me paraît le bon positionnement. Chez d'autres, plus tempérés peut-être, cette prise de conscience, elle peut être rapide, mais le changement peut être progressif. Alors évidemment, on a tous envie que ce soit progressif, doux, pas douloureux, vachement sympa, et que tout de suite on obtienne notre coquille Saint-Jacques de Compostelle.
Mais la vie ne fonctionne pas exactement comme ça. Elle ne fonctionne pas que dans un monde de bisounours, où tout est facile et tout se transforme juste d'un claquement de doigts. Tout le monde s'en est déjà rendu compte. Non, parce que moi je le réalise là maintenant. À travers cette prise de conscience, je peux prendre conscience justement que finalement, ce que nous avons construit jusqu'ici, peut-être chacun dans nos vies, à un moment ne nous satisfait plus. Alors en général, je ne fais pas le panégyrique de l'histoire, mais en général, on fait un peu au début, on fait soit un peu comme, ou on fait un peu contre. On fait un peu comme papa-maman. Ou on fait contre papa-maman. On a un choix assez limité. Alors, on sort de l'adolescence avec l'épée de la rébellion, on fait des bêtises, on se fait tirer l'oreille, on rentre dans le rang, on se met en couple, on ne va pas dire qu'on se marie forcément, mais ça peut arriver. On achète une maison, on prend un chien ou un chat, ou les deux, en attendant d'avoir des enfants. Et puis on commence, et on fait des enfants. Et puis là, on a accumulé une masse en fait de choses autour de nous, de choses, de sujets, souvent des objets, même parfois malheureusement, les enfants sont moins importants que les voitures ou les maisons. Hein, ça, on s'en rend compte un peu tardivement. Et évidemment, ce qui se dégage de cette perception de notre vie, c'est que tout ça nous semble un peu rétréci, un peu étroit, un peu étriqué, et que on se sent un peu serré aux entournures. Un ami que j'ai quitté tout à l'heure à Avignon, que j'ai taquiné parce que le bouton de sa chemise était ouvert comme ça, me dit: ah ben oui, mais je ne comprends pas parce que là mes chemises ont rétréci en Allemagne. J'ai passé quelques jours avec lui en Allemagne et il avait pris une chemise donc, qu'il y avait dans sa valise. On l'a mangé en fait comme des chancres, si vous voulez, 3-4 jours, et donc il a pris du poids. Et vous voyez, c'est sa chemise en fait qui a rétréci en fait. Bon, donc un peu étriqué. Et évidemment, dans ce resserrement, dans ces limites un peu étroites, une des premières choses qui nous arrive après la sensation d'inconfort, c'est qu'on s'ennuie. Et dans une vie où on s'ennuie, ce qui manque le plus, c'est quoi? C'est la joie. Alors qu'on parlait d'état naturel tout à l'heure, pour moi, l'état naturel de la vie, c'est d'être joyeux. Regardez un enfant, vous le posez par terre sur un petit coussin, une petite couverture, tranquille, vous lui filez 2 feuilles, 3 crayons, et ça y est, c'est parti, sa créativité se libère. J'ai parfois du mal à comprendre pourquoi, sous prétexte que nous soyons des adultes grands et responsables, nous ayons perdu cette connexion naturelle avec notre créativité. Changer, désirer changer, présuppose une rupture avec notre créativité naturelle. Si nous restions en contact avec cette créativité naturelle, nous n'aurions pas besoin de changer puisque le changement serait progressif et il serait permanent. Il n'y aurait pas de saccade. Un peu, vous savez, comme quand on prend des photos, on va faire en rafale des photos, et chaque séquence, c'est comme ça notre vie. Alors qu'en fait, ça pourrait juste être un panoramique, dont on serait non pas la personne qui est observatrice, mais dont on serait réellement l'acteur ou l'actrice. Donc nous avons le sentiment évidemment d'être prisonniers de nos fonctionnements ou d'un fonctionnement particulier et d'une situation que nous aimerions pouvoir changer mais qui s'impose à nous et dont on ne sait pas forcément comment s'en sortir. Alors évidemment, en m'écoutant, vous avez votre petite voix intérieure qui vous dit tout ça c'est bien, mais moi j'ai déjà mon idée de changement. Je sais comment je pourrais changer. Alors par exemple, si je veux arrêter de fumer, facile. Qui a essayé de fumer? J'ai bien dit. Non, j'ai bien dit. Qui a essayé de fumer?
Quelqu'un qui ne fume pas. Non. Voilà. Vous avez essayé de fumer? Non. Non. Ben voilà. Donc tu n'as pas besoin de changer. Tu as une réponse, si tu veux, naturelle et claire. Certains ont décidé peut-être de changer de métier. J'en connais quelques-uns ici. Voilà, quelques-unes. Et vous avez déjà mis en œuvre un certain nombre de choses très, très concrètes, très précises, pour pouvoir avancer dans cette perspective-là. Ou peut-être êtes-vous simplement, pour l'instant, dans une idée de changement périphérique. Pour moi, changer, c'est s'intéresser à deux mécanismes. Le central et le périphérique. Alors, c'est quoi, d'après vous, le changement périphérique? Je vous ai mis une petite liste pour vous aider. Changement périphérique, bah c'est, voilà, je vais changer de coiffure. Hein. Je vais me séparer de la personne avec qui je suis, parce que, bon... Voilà. Et j'insiste sur le bon, parce que je n'ai pas regardé je ne sais pas ce que c'est, ah, mais je décide quelque chose. Alors, si je sais ce que c'est, je vais pouvoir rentrer dans des détails sensoriels très précis qui vont me permettre de calibrer réellement le comportement adapté. Et je ne vais pas faire juste la grimace. Je vous passe la liste, hein, se mettre à son compte, aller voir un psy, débuter une formation, quitter la ville pour la campagne. Alors c'est déjà fait pour nous qui sommes à la fin, donc tout va bien, etc., etc. Alors, là on a parlé évidemment du changement périphérique. Le changement central, selon nous, concerne quoi? Quand je commence à me changer, quand j'envisage de me changer moi, étrangement, il y a un mécanisme qui se passe, c'est que mon environnement change. La simple intention du changement modifie, j'allais dire, l'expérience scientifique de ma vie, hein, c'est-à-dire de manière extrêmement précise. Si je commence à amorcer un changement personnel, mon environnement va être obligé de s'ajuster. Donc le monde commence à changer dès le moment où nous avons l'intention de commencer nous-mêmes le changement. C'est d'une certaine manière en commençant à s'autoriser nous-mêmes en tant qu'individus, et j'insiste sur le terme autorisation. On verra tout à l'heure la question de qui nous autorise. Donc je dois commencer à m'autoriser d'abord moi-même à changer pour commencer à initier un changement à l'extérieur. D'accord? Et ce sont nos impulsions, en fait, individuelles, personnelles, qui vont contaminer l'environnement et permettre un changement, sinon collectif, au moins dans notre sphère immédiate. Prenez l'exemple simple. Moi, j'aime bien les enfants, alors on va prendre un exemple simple avec les enfants, souvent. Imaginons que vous préparez un goûter d'anniversaire pour un enfant. Donc il est sage. Il a soif. Ah, bon, il a soif. Tu pourrais juste couper la vidéo?